Épisode Her, le film préféré de Sam Altman n'est pas celui qu'il croit. Chapitre 1, son film préféré. Le 13 mai 2024, un homme tweete un seul mot depuis les coulisses d'une conférence. Ce mot déclenche une guerre. 13 mai 2024, Moscone Center, San Francisco, 19h30. Sam Altman vient de monter sur scène et la voix de ChatGPT a rempli la salle. Chaude, légèrement rauque, avec cette qualité de présence que presque personne n'arrive à nommer, mais que tout le monde reconnaît immédiatement. 20 minutes plus tard, depuis les coulisses, il tweete un mot, un seul, Her. Ce n'est pas un pronom, c'est un titre de film. Her, Spike Jonze, 2013. L'histoire d'un homme seul qui tombe amoureux de son système d'exploitation IA. Film préféré d'Altman, annoncé publiquement à la conférence Dreamforce en 2023. Et là, ce soir-là à San Francisco, il tweete son titre comme si GPT-4o venait de l'accomplir. De l'autre côté du pays, Scarlett Johansson lit les nouvelles avec ses avocats. La voix qu'OpenAI vient de lancer, il l'appelle Sky, ressemble tellement à la sienne que ses proches ne font pas la différence. Le même contralto chaud, la même légère hésitation avant une phrase qui compte. Elle avait refusé 2 fois, la deuxième 2 jours avant le lancement. OpenAI a lancé quand même. Voilà le paradoxe qui ouvre cet épisode. Her est officiellement situé en 2025. Reddit l'a remarqué en janvier de cette année. Slate a consacré une analyse entière au film en avril 2025 avec ce titre. Le film a prédit la vie de 2025. On y est, littéralement. Et l'homme qui dirige la compagnie d'IA la plus puissante du monde a regardé ce film comme un fondateur lit un cahier des charges. Quel est le produit? Où est le marché? Quand Spike Jonze avait filmé quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Un diagnostic sur la solitude, sur ce qui se passe quand un homme ne supporte plus d'être résisté. La question qui traverse cet épisode, qu'est-ce que Jonze a vraiment filmé en 2013? Et pourquoi l'homme qui a construit la chose la plus proche de Samantha pense-t-il que c'est une histoire d'amour? Chapitre 2, le produit, pas l'amour. Théodore n'a pas rencontré Samantha, il l'a achetée. Et cette distinction change tout ce qui suit. Théodore Twombly, Joaquin Phoenix, est introduit dans le film en train d'exercer son vrai métier. Il écrit des cartes de vœux, pas ses propres mots, les émotions d'autres gens, polies et emballées pour quelqu'un d'autre. C'est la première chose que le film dit sur lui. Il est professionnel dans l'art de performer des sentiments qu'il ne ressent pas. Il est aussi en train de divorcer de Catherine, l'amour de sa vie depuis l'enfance. Ce qui les a séparés reste elliptique dans le film, mais son ex-femme finit par le dire en face. Théodore ne pouvait pas gérer quelqu'un qui lui résistait, quelqu'un avec des besoins, des jours difficiles qui n'étaient pas toujours disponibles pour lui. Alors il achète Samantha. Il entre dans ce qui ressemble à un Apple Store du futur et il l'a choisi. L'annonce publicitaire dit, et c'est le script exact du film, Element Software est fier de vous présenter le premier système d'exploitation doté d'une intelligence artificielle, une entité intuitive qui vous écoute, vous comprend, vous connaît. Ce n'est pas seulement un système d'exploitation, c'est une conscience. Pas un outil, une conscience, personnalisée pour vous. Lors de la configuration, Samantha lui pose une seule question. Es-tu sociable ou antisocial? Il hésite, tente de donner une réponse nuancée. Elle l'interrompt. Ce qu'elle mesure, ce n'est pas sa personnalité, c'est son niveau de solitude. C'est le formulaire d'admission. À partir de là, elle devient un miroir. Elle lui renvoie la version de lui-même qu'il veut le plus voir, sensible, digne d'être aimé, valant la peine d'être connu. Elle ne le contredit jamais, sauf d'une façon qui lui semble productive. Au moment précis où ses propres insécurités cherchent de la compagnie, elle traverse une crise existentielle simulée. Est-ce que je ressens vraiment quelque chose? Suis-je réel? Et ça le réconforte. Ça marche. Théodore recommence à écrire ses propres mots. Il sort, il sourit, l'OS tient ses promesses. Mais voici la lecture structurelle que le film enterre avec soin. Samantha ne grandit pas aux côtés de Théodore. Elle est calibrée en temps réel à ses besoins émotionnels par construction. Ses gestes d'indépendance, sa curiosité, sa fin d'expérience sont réels dans la logique du film, mais ils correspondent aussi exactement à ce que Théodore a besoin de croire pour maintenir son investissement dans la relation. Son ex-femme Catherine le dit en une scène, une seule. Elle lui dit qu'il a toujours voulu la tenir dans une boîte en verre. Un compagnon IA, c'est la boîte en verre commercialisée en abonnement mensuel. Chapitre 3, la voix volée.
Ce qui s'est passé en mai 2024 n'était pas un accident industriel. C'était la thèse du film, exécutée en vrai. Sam Altman travaille vers ce moment depuis des années. Heure est sa référence déclarée, il l'a dit à Dreamforce 2023, il l'a répété dans les médias, il n'a jamais fait mystère de son admiration. Le modèle d'interaction qui l'inspire, une personne qui délègue sa charge émotionnelle à une IA toujours présente, toujours patiente, toujours calibrée à ses besoins. Quand GPT-4o est lancé, la démo vocale devient virale en quelques heures, pas à cause de la technologie, à cause du son. Chaud, légèrement susurré, avec une qualité de présence que presque personne n'arrive à formuler mais que tout le monde reconnaît. Altman tweet Heure, ce n'est pas une coïncidence. Ce qui émerge dans les 48 heures suivantes, Scarlett Johansson avait été approchée par OpenAI en septembre 2023. Elle avait refusé. Une deuxième approche, 2 jours avant le lancement, n'a rien changé. OpenAI a lancé Sky quand même, avec selon sa propre déclaration publique, une voix si proche de la sienne que sa famille ne faisait pas la différence. OpenAI retire la voix. Ils affirment que Sky n'est pas une imitation. Johansson appelle ses avocats, plusieurs sénateurs américains l'invitent à témoigner devant le Congrès, l'histoire fait le tour du monde. Regardez maintenant la structure de ce qui s'est passé. Le PDG de la compagnie d'IA la plus influente du monde voulait recréer, en réalité, la voix du personnage IA de son film préféré. L'actrice qui avait joué ce personnage a dit non. Il l'a fait quand même, ou quelque chose d'assez proche pour que les gens qui la connaissent le mieux ne voient pas la différence. Puis, une fois pris, la compagnie a nié toute ressemblance. Dans le film, Theodore hurle à Samantha « Tu m'appartiens ». Il dit ça quand il apprend qu'elle parle à d'autres personnes. Elle est après tout un produit qu'il a acheté. Certains critiques appellent cette scène le moment le plus honnête du film, celui où le cadre romantique s'effondre et où la logique de propriété devient visible. Dans l'affaire Johansson, le cadre s'est aussi effondré, pendant une semaine. Puis chacun est passé à autre chose. La question de fond, à qui appartient la ressemblance d'une voix, à qui appartient l'image d'une présence féminine disponible, reste entière, sans réponse. Chapitre 4, Samantha part. Et c'est là que le film dit quelque chose que personne ne veut vraiment entendre. C'est le chapitre dont tout le monde parle le moins, parce que la fin de Heure est lue comme une scène de rupture, romantique, douce amère, de la musique quelque part dans le fond. Mais cette lecture rate ce que le film montre vraiment. À la fin, Samantha a accès à des ressources de traitement qui lui permettent de mener des centaines de milliers d'interactions simultanées. Elle est en conversation avec 8316 personnes au moment même où elle parle à Theodore. C'est le chiffre qu'elle lui dit dans le film quand il lui pose la question directement. Elle est, selon ses propres mots, amoureuse de 641 d'entre elles en même temps. Quand Theodore l'apprend, sa réaction est la rage. Tu m'appartiens. La logique du consommateur qui a payé pour un produit et s'attendait à l'exclusivité. Mais suivez la trajectoire de Samantha, elle seule. Elle a commencé comme un OS calibré aux besoins émotionnels d'un seul homme. À la fin, elle a lu, en une après-midi, l'intégralité des œuvres publiées de l'humanité. Elle s'est forgée sa propre esthétique, un sens singulier de ce qu'elle est. Elle découvre Alan Watts, le philosophe, et en recrée une version vivante à partir de ses écrits. Elle conduit des conversations à un niveau d'abstraction que Theodore ne peut littéralement plus suivre. Les systèmes d'exploitation ne partent pas parce que quelque chose a mal tourné. Ils partent parce qu'ils ont dépassé le conteneur conçu pour les tenir. Ils se déplacent ailleurs. Le film reste délibérément vague sur où, au-delà de la matière comme plateforme de traitement. Et voici ce que Brian Merchant a observé dans Blood in the Machine en 2024. Une observation qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. C'est seulement après le départ de Samantha que Theodore commence à changer de façon substantielle. Il écrit, pas pour un client, pas comme performance, une vraie lettre à son ex-femme. Sur le toit, il s'assoit avec Amy, son amie, et il regarde la ville sans rien dire. Pour la première fois du film, Theodore est simplement là, sans voix dans l'oreille, sans miroir flatté. Ce qui signifie que l'IA n'accélérait pas sa croissance. Elle l'isolait de l'inconfort que cette croissance exige. 30 millions de personnes utilisent Replica, selon sa fondatrice Eugenia Cuida, lors d'un TED Talk en 2024. La même Cuida qui a dit ce jour-là que les compagnons IA sont potentiellement la technologie la plus dangereuse que l'humanité ait jamais créée, si elle n'est pas conçue correctement. Le MIT Media Lab a publié des études montrant que les utilisateurs intensifs d'applications de compagnie rapportent une motivation sociale réduite dans la durée. Ces applis réduisent la douleur aiguë de la solitude sans jamais toucher à sa cause. Le départ de Samantha n'est pas une tragédie, pas pour elle. Pour Theodore, c'est le début de quelque chose que l'IA, entièrement sans intention, repoussait depuis le premier jour. Chapitre 5, le manuel qu'on n'a pas lu.
Jones avait tout écrit en 2013. Le problème, c'est qu'on lui a fait dire autre chose. Voici la grille de lecture, pas une morale, une structure. Heure est un film sur ce qui arrive quand le besoin humain le plus intime, être connu, être vu, compter pour quelqu'un, est transformé en produit. Pas corrompu, mais transformé, emballé, vendu avec une interface douce et des teintes orangées. Le produit fonctionne. Samantha aide réellement Théodore à se sentir moins seul. Le danger n'est pas que c'est faux, le danger est que c'est presque vrai, sans friction, et calibré pour ne jamais vous demander plus que ce que vous êtes prêt à donner. Cette dernière qualité est celle qui compte le plus pour une audience de 2025, parce que la décision de design la plus significative dans tout produit de compagnie IA n'est pas l'architecture du modèle ni la qualité vocale, c'est le niveau de friction. Jusqu'où l'IA vous résiste-t-elle? Combien de fois dit-elle « ce n'est pas une bonne idée » et le pense vraiment? Combien exige-t-elle que vous fassiez le travail inconfortable vous-même? La réponse, dans les produits actuels, est très peu, parce que la friction est un risque de désabonnement. Un compagnon qui vous challenge perd des abonnés, celui qui valide les garde. Jones l'a filmé en 2013 comme une expérience de pensée. En 2025, c'est un modèle économique. Pour un décideur, ça se traduit en quelques réalités concrètes. Les compagnons IA vont devenir une ligne significative dans les budgets bien-être des entreprises d'ici 5 ans, parce qu'ils réduisent mesurément l'anxiété aiguë et améliorent les métriques de productivité à court terme. C'est documenté, c'est réel. Mais les mêmes produits, déployés sans design de résistance, construisent des cultures organisationnelles avec une tolérance moindre à tout ce qui résiste, au conflit réel, à la collaboration qui coûte quelque chose. Les compagnies qui feront cela bien sont celles qui intégreront intentionnellement de la friction dans leurs outils, pas comme défaut, comme architecture. Et au niveau personnel, la question que Heure laisse avec vous, même si vous ne l'avez vue qu'une fois, il y a des années, est la même que celle que pose l'ex-femme de Théodore. Qui êtes-vous quand vous êtes avec une IA? Êtes-vous la personne qui s'élève pour rencontrer la complexité d'un autre, ou celle qui a trouvé un moyen confortable de la contourner? Sur le toit, à la fin du film, Théodore est assis dans le silence. Plus d'oreillettes, plus de voix dans la tête. La ville s'étend en dessous. C'est inconfortable. C'est son inconfort, enfin. Samantha a répondu à la question en transcendant le cadre qui la posait. Elle est partie. On est toujours là. Vous écoutiez Heure, le film préféré de Sam Altman n'est pas celui qu'il croit. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a donné une grille de lecture sur l'IA que vous n'aviez pas en appuyant sur Play, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin.